Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV et bienvenue ici au Village Baïséa pour un nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, tous les mois, on vous fait découvrir le nec plus ultra de la startup française. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Et au sommaire de ce Village Startup, eh bien, tout d'abord une startup qui veut mettre de la recharge sans fil partout, dans tout le mobilier qui nous entoure. Nous parlerons également d'une application mobile qui vous permet de faire un petit peu d'argent en louant les appareils que vous n'utilisez pas chez vous. Et puis on terminera avec une machine étonnante capable de faire un état des lieux d'une voiture de location en 3 secondes à peine. Et puis on terminera avec le coach Fabrice Marcella qui reviendra sur le CES puisqu'on va recevoir la société, la startup Proofstation dans un instant. Elle était au CES de Las Vegas et typiquement, qu'est-ce qu'apporte en fait le CES à une startup comme celle-ci? On en parle avec Fabrice tout à l'heure. Nous recevons donc, François, notre premier invité, Franck Gahenno. Bonjour. 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 Franck. Et, alors déjà, il faut savoir qu'on est de plus en plus nombreux à avoir des smartphones qui fonctionnent à l'induction, Jérôme. Hein, Bien ça sûr. devient quelque chose maintenant, alors quasi démocratisé. Et c'est votre job en fait de fabriquer des chargeurs à induction en fait pour les lieux publics. On va en parler. C'est Ipan, Jérôme. Alors on vous rappelle le concept de Village Startup. Hein, vous avez 6 minutes à chaque fois. Chaque startup a 6 minutes pour nous convaincre. Eh bien, c'est parti. Alors, Franck Gahenno, quel est l'intérêt de la recharge sans fil intégrée telle que Comme vous la vous le disiez, présentez? ça répond à une attente qui est très très forte de la part des consommateurs, pouvoir recharger en mobilité leur téléphone mobile. Et effectivement, notre métier depuis maintenant 9 ans, c'est de concevoir, fabriquer, mais aussi déployer la charge sans fil dans les lieux publics, en les déployant notamment dans les restaurants, la restauration rapide, les cafés, les hôtels. Les salons de café, voilà. Parce que tous les lieux de quelle est la passage. problématique? Pourquoi est-ce que c'est différent d'un chargeur tout bête en fait? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs sujets. C'est vrai qu'on trouve, quand on regarde, on trouve pas tant de points de charge aujourd'hui déployés dans les restaurants, parce que c'est pas si évident que ça. Une prise de 120 volts, l'amener à la table, c'est pas toujours évident. La première chose. Donc on peut la mettre au mur, mais encore faut-il avoir un câble et le bon câble avec soi. Ce qu'apporte aujourd'hui la recharge sans fil, l'intérêt, c'est qu'on peut effectivement amener le point de charge à la table, donc permettre à la personne de prendre sa consommation tout en chargeant son téléphone quand il en a besoin. Et pourquoi la charge sans fil est beaucoup plus adaptée qu'une connexion physique? Tout simplement parce que, on ne va pas dénaturer le meuble. Le meuble va rester quasiment dans son état originel. On ne va pas, si on fait ça bien, avoir d'excroissance sur la table. Si vous avez une petite table de 60 cm sur 60 cm, il n'y a pas la place pour mettre une station de les charge. tables de bistrot parisien. Voilà, exactement. Il y a la place pour la corbeille à pain, la cruche, les le verres reste, d'eau, ça tombe les par assiettes. terre, en général. Voilà. Et le reste, ça tombe par terre. Donc il faut être sur un plan qui soit complètement lisse. Autre élément, au niveau sécurité, il faut pouvoir faire tomber de l'eau sur la table. Donc l'avantage de la charge sans fil, c'est qu'on est en sans fil et tout ça est à distance, normalement. Donc ça permet effectivement... et puis aussi, on est dans un lieu, dans un environnement qui est contraint. Une prise de courant ou un port USB, avec le temps, ça s'abîme. Il y a une connexion physique. Il peut y avoir des gens qui vont intervenir dessus, mettre des chewing-gums dessus. Forcer les prises. Voilà. Enfin voilà, au bout d'un moment, enlever, ressortir un truc. Voilà. Donc, vous avez apporté des échantillons là, qui sont très beaux. C'est extra plat. Et en théorie, si je pose mon portable, voilà, on imagine que c'est une table. Oh, mais ça marche. Eh ben, Ouais, oui, ça recharge charge, mon portable. profitez-en. Alors que là, il n'y a pas de fil. Comment non. vous faites? Tiens, c'est Alors, vrai. Je suis à combien? Je vais le recharger aussi, moi, alors. Hop là. Ça aussi, marche. c'est au cours de Très bien. toutes ces dernières années, en déployant effectivement dans les lieux, on s'est rendu compte que l'une des difficultés, sur un lieu existant, si ça n'a pas été anticipé, l'une des difficultés, c'est d'amener l'électricité à la table. Parce qu'évidemment, un chargeur, il lui faut de l'énergie au départ pour la fournir au téléphone. Donc soit nos stations sont reliées à l'électricité, et souvent le déploiement de l'électricité au sol est prévu à la construction ou lors le renouvellement d'un restaurant. Ou alors, effectivement, il a fallu imaginer des solutions adaptées effectivement à ces contraintes. Donc des batteries. Donc on a développé effectivement des solutions aussi sur batterie. Qui sont moins pratiques malgré tout, parce que ça veut dire qu'il faut que régulièrement des gens viennent recharger la batterie. Ce qu'on a la essayé, remplacer, ce qu'on a essayé de etc. faire, c'est effectivement de penser à quelque chose qui soit adapté à ce métier. Donc la première des choses, c'est ces batteries sont sécurisées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les voler. Quand on l'insère, elles sont lockées. On a imaginé une clé
C'est ce type de petite clé magnétique qui permet très facilement de retirer la batterie. Donc il faut moins d'une seconde, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de clé à avoir, etc. Donc insertion facile et c'est pareil, retrait de la batterie très très rapidement. Donc dans un resto, quand vous avez 20 ou 30 batteries, vous en avez mais en tout et pour tout pour 3 minutes pour retirer les 30 batteries. Vous arrivez, vous faites tac, tac, tac. Après, et ensuite, il faut les recharger et en mettre d'autres. Il faut les recharger, donc avoir une autonomie effectivement dans ce cadre-là qui corresponde effectivement aux attentes de ces lieux. Et donc on est aujourd'hui sur des batteries qui vont garantir une autonomie dans un lieu vraiment très sollicité qui va être ouvert plus de 12 heures par jour avec plus de 2000 personnes par exemple, qui passent. un fast-food dans une gare ou un aéroport, on est minimum à 2 jours, 2-3 jours d'autonomie. C'est ce qu'on vit à aujourd'hui et dans des lieux un peu moins fréquentés, on est à 5 jours, 5-6 jours. Voilà. Donc on a compris, c'est pas du tout une application grand public, c'est du B2B. Oui. C'est pour les cafés, les restaurants, etc. Voilà. Mais derrière tout ça, c'est effectivement pour répondre aux attentes des clients qui effectivement sont en permanence, passent d'un point de charge à l'autre tout au long de la journée. On va dire. Voilà. Franck Gagnon, en revanche, on n'a pas tous la chance d'avoir un smartphone à induction aujourd'hui. Par exemple, on prend les iPhones, ça fait que quelques années en fait qu'il y a l'induction. C'est quelque chose qui est en perpétuel renouvelant, le smartphone. Est-ce que vous avez une idée du parc aujourd'hui installé ? Alors, je vais plutôt vous donner aujourd'hui les statistiques, les dernières statistiques de vente. Si on prend le marché français en exemple, aujourd'hui sur les 10 téléphones les plus vendus, 7 sont équipés aujourd'hui de recharge sans fil. Donc on est quand même sur un mouvement qui est important. Il reste malgré tout encore des téléphones qui ne sont pas équipés de cette technologie. Alors justement, si ce n'est pas le cas, je ne peux pas recharger mon téléphone avec votre table ? Si, parce qu'évidemment, on a essayé de penser un petit peu à tout le monde. Il y a l'USB derrière. Et on a intégré évidemment, et c'est aussi une performance, parce que ça n'existe pas, ce type de produit, une prise USB sur batterie, aujourd'hui, qui se déploie très très rapidement sur tout type de table, ça n'a jamais été fait. En tous les cas, on n'en connaît pas aujourd'hui et ça n'a pas été déployé. Il reste 30 secondes, combien ça coûte pour Donc aujourd'hui, au niveau professionnel, une station de ce type, c'est aux alentours de 130 € la station. Et derrière, il faut l'installer, il faut venir l'installer sur le lieu. On intervient 2 jours ou 2 nuits avec des équipes d'installateurs. Et il faut compter par station une petite centaine d'euros installés. On a un retour sur investissement. Soit on fait un trou dans la table, pour résumer, ou dans le bar, ou dans je sais pas quoi. Oui, légèrement. Enfin, c'est pas un trou traversant global. On a essayé d'optimiser ça. Soit vous fournissez des surfaces où c'est déjà intégré. Voilà. Soit on vient installer effectivement sur des lieux existants, soit on travaille avec les fabricants de meubles. Très bien. Écoutez, voilà une belle, une société qui a un avenir tout tracé. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ipanipan, donc notre première start-up de ce village, et on revient tout de suite. Merci d'être là en tout cas. Deuxième start-up que nous allons découvrir maintenant, Jérôme. Oui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, François, de te dire « Oh là là, j'ai plein de trucs dans mes tiroirs, genre perceuse, je me le dis tous les jours. Je sais pas moi, sèche-cheveux, des choses comme ça, dont je ne me sers pas. Toi, tu n'as pas de sèche-cheveux, bien entendu. Ça ne me sert pas à grand-chose. Mais oui, on peut imaginer que ça pourrait servir. Voilà, tu te dis ça pourrait peut-être servir à d'autres personnes dans le quartier. Et au passage, ça me permettrait de me faire un petit peu d'argent. C'est un petit peu le concept de Rentabilis. Bonjour, Christophe Bertinotti. Bonjour. Bonjour. Alors le concept, 6 minutes et on va découvrir en 6 minutes donc Rentabilis. C'est parti. Alors avec Rentabilis, on veut redonner vie à tous les biens inutilisés des Français. Donc aujourd'hui, je vais vous poser la question, est-ce que vous savez combien il y a de biens inutilisés dans les foyers français ? Allez-y. Alors 900 millions. 900 millions de biens, ça veut dire qu'il y a environ 30 à 40 biens inutilisés par foyer en France. Donc c'est un chiffre qui est assez gigantesque. Mais on parle de quels biens alors, si c'est tous les vieux jouets des enfants, tous vos biens consommés. Oui, ou une brosse à dents par exemple. Non, alors pas une brosse à dents, on va éviter. Mais en tout cas, c'est tous les biens inutilisés, tous les biens de consommation. Ça peut être une perceuse, un appareil à raclette, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être tout un tas de choses qu'on a et qu'on utilise vraiment que très ponctuellement. Oui, ce sont des appareils qui peuvent coûter un petit peu d'argent et qu'on achète parce qu'on en a besoin de manière très ponctuelle et qui après sont stockés quelque part, quoi. Exactement. Donc 30 à 40 biens, il faut savoir aujourd'hui qu'on sait que 25% des émissions de CO2 sont dues aux biens de consommation et pourtant on le fait tous quand on a un besoin. À l'utilisation ou la fabrication ? Alors tout le cycle, c'est tout le cycle bien sûr. Et pourtant aujourd'hui on l'a tous fait et beaucoup de gens le font encore, c'est que quand on a un besoin ponctuel, on va finir par aller l'acheter parce qu'on en a besoin instantanément et on ne peut pas attendre. Nous on est convaincus que face au dérèglement climatique et à l'urgence climatique, il faut agir tout de suite et on est convaincus aussi que si on donne une solution simple aux citoyens
citoyens français d'agir, on peut avoir un impact gigantesque et positif sur l'environnement. Donc c'est vraiment une démarche environnementale. Exactement, exactement. Alors votre plateforme, elle est là pour mettre en relation des gens qui ont des produits et d'autres qui veulent louer mon produit. Tout à fait. Donc Rentabilise, ça met en relation des particuliers qui veulent se louer des biens de consommation. Très concrètement, vous avez besoin ce soir, je sais pas, vous avez envie de faire une soirée raclette avec vos amis, vous n'avez pas d'appareil à raclette, vous n'avez pas l'espace si vous pour en stocker un. Jérôme me prête le sien. Oui, j'en ai 3 ou 4. Donc vous pourrez les poster sur Rentabilise. Plus souvent de son appareil à raclette que de sa Non, mais c'est un bon exemple, l'appareil à raclette, parce que c'est vrai qu'on s'en sert pas souvent. En fait, c'est l'exemple qui vient tout de suite à l'esprit, mais il y a beaucoup de choses qu'on trouve déjà sur la plateforme. Ça peut être des outils de bricolage, de jardinage, ça va dépendre de la saison aussi. Et donc, très concrètement, vous allez avoir besoin ce soir instantanément de quelque chose, d'une perceuse ou de quoi que ce soit. Vous allez vous loguer à l'application. Par géolocalisation, on va vous dire qui loue ce bien autour de vous. Et il y a un système de réservation intégré avec un processus complètement dématérialisé qui va vous permettre directement de demander au propriétaire, faire une demande au propriétaire, et s'il l'accepte, vous allez pouvoir payer de manière sécurisée en ligne. Donc, on reprend l'exemple de la raclette. Jérôme a son appareil. Moi, je suis pas très loin de chez lui. J'ai envie d'un appareil à raclette ce soir. Voilà. Je télécharge l'appli Rentabilise. D'accord. Je m'inscris, etc. Et en tapant appareil à raclette, je vais me retrouver dans le périmètre avec tous les appareils qu'il y a. Exactement, c'est ça. Alors, vous allez d'abord, en premier lieu, trouver tous les appareils qui sont alloués autour de vous. Et ensuite, vous allez effectivement filtrer pour trouver uniquement le bien que vous cherchez. Si c'est un appareil à raclette, après, il faut aller le chercher. Alors, il faut aller le chercher. Donc, nous, à l'avenir, on voudrait faire des partenariats avec des gens qui font de la livraison du dernier kilomètre, mais on veut le faire de façon éco-responsable. Donc, au fur et à mesure du déploiement de la société, on verra avec qui on pourrait faire ce genre de partenariat. Mais vu je reste sur l'appareil à raclette, qui est aujourd'hui un appareil qui ne coûte pas cher à l'achat. Est-ce que véritablement, du coup, il y a un business model ? Alors, il y a un business model. Alors, l'appareil à raclette est un exemple très très simple, mais il y a des gens qui dans toutes les régions de France, vont louer par exemple une bétonneuse. Oui, ça, il y a des gens qui vont louer beaucoup de choses. Donc, on n'incite pas les gens à poster des choses pour des montants. J'en ai pas perso. Il y a vraiment un impact environnemental qui nous tient à cœur. On fait ça. On veut vraiment rendre le partage de biens facile et utile. Pas seulement utile pour la planète, mais utile pour les gens. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour s'acheter une perceuse. Il y a des gens qui n'ont pas l'espace pour stocker une perceuse. Ça me coûte combien de louer l'appareil à raclette ou la bétonneuse de Jérôme ? Alors typiquement, déjà en tant que propriétaire, si vous mettez une annonce, ça prend 30 secondes pour poster une annonce, c'est entièrement gratuit. Ensuite, le propriétaire, c'est lui qui définit son prix de location, donc tout l'argent va lui revenir, et le business model, c'est qu'on prend une commission sur les ventes, et typiquement, il y a tous les prix. Alors vous avez aujourd'hui des appareils à raclette qui sont en location à 1 €. Et ça peut aller. En fait, il n'y a pas vraiment de limite, mais nous, on a cet aspect impact environnemental qui nous drive. Et en fait, on n'a pas envie que les gens viennent ici uniquement pour faire de l'argent. On a envie qu'ils viennent aussi. Oui, parce qu'ils ont une démarche de partage. En fait. Est-ce que je peux le louer gratuitement ? Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait mettre un prix de location à 0 €. D'accord. Et donc, ça revient à louer gratuitement. On est en train, évidemment, de développer des choses qui vont vous permettre tout de suite de séparer les biens qui sont vraiment auprès des biens à la location. On est en train au fur et à mesure des retours utilisateurs qu'on a, parce qu'on est tout jeune, on s'est lancé il y a 3 semaines, on est déjà plusieurs milliers d'annonces, et donc du coup, on est déjà, si on calcule juste l'impact environnemental qu'on peut avoir potentiellement par rapport à ce qu'on a posté comme offre aujourd'hui, on est déjà à plus de 50 tonnes de CO2 qui peuvent être économisées. Parce que si on part du principe que si vous louez par exemple votre perceuse, ça évite à 10 autres personnes de votre immeuble d'en acheter une, et donc ça ne fera pas les affaires des fabricants de perceuses. Ça ne fera pas les affaires des fabricants de perceuses. Qui font vivre des familles, etc. Mais là, c'est du bon sens en revanche. Voilà, exactement. Juste un mot sur le modèle économique, parce que j'ai pas bien compris. Vous ponctionnez en fait un pourcentage sur la transaction. Comment ça marche ? Alors, si typiquement vous voulez louer votre perceuse, vous en tant que propriétaire, vous allez poster une annonce. Vous allez dire, je la loue 5 €. 5 €. Les 5 €, si vous la louez pendant une journée, vous allez avoir vos 5 €. Et nous, on rajoute une petite commission pour le locataire. Mais si c'est gratuit, vous êtes perdant. Alors, oui, mais en fait, nous, notre moteur, c'est de se dire, si on a 100 000 utilisateurs ou 1 million d'utilisateurs, et qu'il n'y en a que 10% même qui utilisent le système de paiement, on aura un impact. Et c'est vraiment ce qui nous drive. Il y a déjà des applications qui permettent comme ça de s'échanger ou de louer des biens entre particuliers. Qu'est-ce qui vous différencie des autres, à part la démarche environnementale dont vous parlez ? Ce qui nous différencie, au-delà du fait que nous, on est drivé vraiment par ça, ce qui nous différencie principalement, c'est qu'on veut être une offre 360, c'est-à-dire que ce n'est pas un site comme les sites concurrents où vous allez poster une offre, avoir une réponse demain et louer dans 3 jours quelque chose. Nous, c'est instantané. Vous voulez une perceuse dans 1 heure, vous l'avez.
Oui, c'est un peu comme les sociétés de livraison de nourriture, des choses Exactement, comme ça, où c'est instantané exactement. en fait. Tout à Très fait, bien. oui. Merci beaucoup, Merci Christophe. Rentability. Rentability, en fait. Il y a un jeu de mots, Rentability. c'est ça, Rentability. Comme le rockabilly, mais pour le... iOS Android, j'imagine. Voilà, parfait. Ouais, très bien. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre troisième start-up, Jérôme. Je sais que tu loues souvent des véhicules et je sais que de temps en temps, tu les bugnes aussi. Jamais. Jamais ça t'arrive? Bah écoutez, on va rentrer dans le détail tout de suite avec notre troisième start-up. Alors c'est vrai François, quand on loue une voiture, évidemment, il faut faire l'état des lieux avant, après, et en général ça prend du temps. Si on est pressé, si c'est à l'aéroport, on perd du temps, on peut Et puis même si tu rater rends la son voiture avion. tard, etc., il n'y a pas toujours quelqu'un qui check tout ça. Enfin bref. Et heureusement, la technologie est là pour nous permettre de réaliser cette obligation, cette procédure un peu plus rapidement. On en parle avec Proof Station. Éléonore Besson, bonjour. 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 Alors, le principe de Village Startup, vous avez 6 minutes pour nous présenter Très bien. votre portique. Allez-y. Alors, à quoi ça sert, Proof Station? À quoi ça sert? Donc aujourd'hui, on est parti d'un constat qui est qu'il y a 5 milliards d'inspections qui sont réalisées chaque année. Le problème, c'est qu'elles sont encore basées sur papier. Donc c'est un processus qui va être chronophage, coûteux et sujet à de nombreux conflits. Donc, les inspections, c'est ce que vous expliquez, ce que tu expliquais, les voitures, hein, c'est ça, hein? Exactement. L'ensemble du parc automobile, donc que ce soit les voitures ou autres. Nous aujourd'hui, on se base sur les voitures comme je le dis actuellement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on a développé donc ce portique qui a en fait vocation à standardiser, industrialiser et automatiser le processus d'inspection automobile mondiale. Comment ça se passe? Donc vous avez un portique, donc on rentre la voiture dans le portique à une vitesse de 15 km/h et en 3 secondes, on va détecter l'ensemble des dommages présents sur le véhicule, tout simplement. Mais il faut que je Impressionnant. roule, en fait, il faut que je, Voilà. que je roule et que je passe dans le portique, en fait. Exactement. Il n'y a pas un tapis roulant, c'est pas un peu comme dans les, tu sais, les trucs car quand wash. on lave les voitures, là. Ouais. C'est ça. Voilà, ouais, C'est non. pas la même On chose. reste dans hein. le véhicule. Là. Voilà, on reste dans le véhicule, vous passez votre voiture à 15 km/h dans la station. D'accord. Nous, on a une intelligence artificielle qui, derrière, va venir détecter l'ensemble des dommages présents sur le véhicule et on fait tout ça en moins de 3 secondes, on va Alors dire. comment ça marche? C'est comme la reconnaissance d'image en fait? Oui, en fait, nous, on utilise un processus qui est la captation d'image. Mhm. Donc, on va capter donc l'image du véhicule via donc la computer vision. Donc, on va détecter du coup l'ensemble des photos, enfin à peu près 2000 photos en 3 secondes. Et derrière, on a développé 2000 photos 2000 photos Photo, en 3 d'accord. secondes, c'est Mhm. ça. Et ensuite, derrière, on a développé donc une IA. Et cette IA, en fait, c'est elle qui va détecter du coup les dommages et dire, bah voilà, il y a tel dommage. Et derrière, donner donc une estimation du prix. Quel est le niveau de fiabilité? Est-ce que vraiment c'est indiscutable? Bah aujourd'hui, nous, on apporte de la transparence sur le marché. Donc, c'est indiscutable, oui, concrètement, oui. Mais est-ce que par exemple, je sais pas moi, je me retrouve avec j'ai pris une route avec de la boue Oui. et donc il y a des tâches qui sont Ouais, un ouais, petit peu parfois on ne sait pas, il indélébiles, faut mais frotter. disons Exactement. que c'est pas forcément un coup de carrosserie ou un truc comme ça. Est-ce que votre système arrive à détecter, on va dire, des tâches et Oui. on va dire des Et de la dégâts saleté. plus importants? Bah, nous, actuellement, on nettoie les voitures, forcément. Après, oui, dans le futur, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait travailler, on fait fonctionner l'IA pour qu'elle détecte ce genre de choses. Donc il faut Il nettoyer faut la qu'elle soit voiture propre en fait. avant qu'elle passe dans le portique? Oui, après, comme vous parlez de boue, si évidemment toute la voiture est pleine de boue, c'est sûr que dans ces conditions-là, on ne pourra pas détecter exactement. Hmm. Mais c'est vrai qu'on développe notre IA et on l'améliore à chaque fois pour que du coup, elle puisse détecter ce genre de choses et qu'on puisse voir du coup l'ensemble du véhicule. D'accord. Alors c'est étonnant parce que je crois savoir qu'il y a plusieurs startups qui se sont lancées au même moment sur ce créneau-là. Comment ça se fait? Il y a tout d'un coup une technologie qui est devenue disponible. Vous avez tous eu la même idée en même temps? Officiellement, nous, on s'est présenté, du coup, on était un peu... l'idée, nous, ça fait 3 ans qu'on fait de la R&D, donc c'est vrai qu'on a des concurrents sur le marché. Après, le gros avantage qu'on a, je pense, aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui ont vu les autres startups et qui nous disent, en fait, vous, ça marche. Et c'est vrai que c'est assez parlant parce que du coup, les clients nous apportent une certaine confiance, ils viennent voir aussi la solution. On a des gens d'Australie, du Japon C'est-à-dire que les autres, ça qui marche viennent. pas? On les a pas vus, mais en tout cas, les clients viennent vers nous en nous disant que nous, ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est assez... on est assez contents. Du coup. Et alors quand vous allez voir les gros loueurs, hein, les Avis, Oui. les Hertz, je sais pas quoi, les Europcar, etc. Aujourd'hui, vous êtes un peu dans leur radar ou comment ça fonctionne? Parce Oui, qu'en oui. fait, c'est une révolution chez eux aussi, non? Bien sûr, bien sûr. Bah, on a énormément de demandes sur le marché actuellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent apporter ça. C'est très rapide. Ça permet aussi un processus qui va être
plus intéressant pour l'ensemble de la chaîne automobile. Donc c'est vrai que du coup d'apporter une solution qui est rapide comme ça et qui permet une transparence pour les deux parties, c'est vrai que du coup ils sont plutôt intéressés. Donc 2 questions, est-ce que ça existe ailleurs dans d'autres pays, et également combien ça coûte, quel est l'investissement pour un loueur par exemple? D'accord, nous actuellement on est les premiers à avoir annoncé la commercialisation. Donc là-dessus, on est un peu en avant. Et au niveau du prix, nous, aujourd'hui, on est sur un contrat de leasing, c'est ce qu'on propose, qui est de 4 à 6 000 euros. Pourquoi 4 à 6 000 euros? Parce que ça dépend combien vous faites de véhicules. Nous, aujourd'hui, on peut faire jusqu'à 1500 véhicules par jour. Donc c'est vrai que si... 4 à 6 000 euros par mois, c'est voilà, ça? 4 à 6 000 euros par mois, exactement. Donc c'est vrai que quand vous avez quelqu'un qui nous dit non, on fait 500 véhicules, c'est vrai que le prix va dépendre aussi de ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, jusqu'à 1500 véhicules par jour, nous, on le fait. Est-ce que ça serait un service qui serait payant à terme pour le client? Parce qu'on se dit, tiens, c'est un peu du premium, on n'attendrait pas. On paye aujourd'hui, on peut payer par exemple un service de meilleure qualité. Et comment les loueurs intégreraient ça dans leur service? Après, nous, ce qu'on disait, on fait cette partie leasing contract. Après, comment le font les assureurs, ça derrière, il va y avoir un business plan qui va être lancé. Après, c'est vrai que dans un premier temps, on n'est pas encore positionné sur là-dessus. Donc après, c'est quelque chose à réfléchir. Pour l'instant, il n'y a aucun loueur qui l'utilise encore. Pour le moment, non. Après, on a annoncé, on a vendu donc 40 stations à British Car Auction et ils vont le déployer dans 13 pays européens. Actuellement, c'est un loueur Non, c'est pas un loueur. Non. Il s'occupe de la chaîne automobile, c'est un gros car enchériste. D'accord. Donc il faut quand même que vous arriviez encore aujourd'hui à convaincre en fait des partenaires, c'est ça? Bien sûr. C'est quand même quelque chose de très nouveau, très innovant. Donc c'est vrai que les personnes ont tendance à se dire est-ce que ça fonctionne vraiment, est-ce que ça marche? Et nous justement, on les invite à venir nous voir et à leur montrer aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on détecte. Très bien. Ça peut avoir un sens aussi pour les retours de voitures en location avec option d'achat, par exemple. Bien sûr, exactement. Voilà, dans ce type de solution. Donc, vous avez tout un chemin tout tracé, là. C'est chouette. Bien sûr. On essaye de se placer. L'objectif de ProofStation, c'est de se positionner en leader et d'être présent sur l'ensemble de la chaîne automobile pour apporter cette transparence et être forcément présent. Il faut que les loueurs français s'intéressent à vous. Exactement. Mais les loueurs, c'est pas le seul marché apparemment. Ah non, nous on a les logisticiens, les concessionnaires automobiles, les constructeurs. On veut vraiment se placer un peu sur toute la chaîne automobile. Très bien, bonne chance. Merci beaucoup. Une bonne idée encore française. Bravo, merci beaucoup Éléonore et on vous souhaite bon vent pour ProofStation. Merci beaucoup. ProofStation. Et justement, ProofStation était au CES de Las Vegas. Oui, c'est une start-up qui est hébergée ici au village. Exactement. Et on se pose la question maintenant de savoir si c'est vraiment intéressant pour une start-up d'aller au CES. On en parle avec Fabrice. Allez, c'est parti, Fabrice nous rejoint. Et pour terminer ce village start-up, comme à chaque fois d'ailleurs, on a le plaisir d'accueillir Fabrice Marcella, le maire du village et notre coach start-up. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Jérôme. Alors bon, on vient de découvrir le concept d'Éléonore avec ProofStation. C'est une start-up que vous connaissez bien, oui, puisqu'elle est hébergée ici au village. Elle est partie au CES, ProofStation. Et oui, elle est partie au CES. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi est-elle partie au CES? Notamment, cette question est d'autant plus légitime que c'est la deuxième fois que ProofStation part au CES. Et en plus, cette année, ils sont partis avec 11 collaborateurs et ont pris 4 stands. Autant vous dire un investissement extrêmement important, extrêmement lourd pour une jeune start-up. Alors, j'en ai fait une évaluation qui est très approximative. Les chiffres ne viennent pas d'eux, mais c'est globalement entre 40 et 50 000 euros de budget. Donc, pourquoi, quand on est une start-up comme ProofStation, on a besoin de se rendre au CES de Las Vegas? Et ben voilà, c'est le sujet de votre chronique. Et allez, on y va. D'autant que 50 000 euros pour une start-up, c'est une somme phénoménale. Vous allez voir, ils ont quand même optimisé. Une start-up, ça optimise. Et je vais vous donner les secrets justement de leur optimisation. Tout d'abord, elles y sont allées pourquoi? D'une part, pour communiquer fortement sur la mise en marché de leur portique. L'année dernière, ils y sont allés pour annoncer la création de la start-up et ils sont venus avec leur proto. Cette année, ils annonçaient le premier jour du CES la mise en marché de leur portique et en plus, ils annonçaient la signature avec un très très gros client, qui a commandé une quarantaine de portiques. Donc l'objectif pour eux, c'était cette communication, mais aussi d'aller chercher et prospecter des clients, certes français, mais surtout internationaux, des clients qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de rencontrer, notamment en France. Troisième élément extrêmement fort, c'est bien sûr communiquer et intéresser la presse. Parce que quand on est au CES, eh bien effectivement, la presse s'intéresse à toutes les innovations qui sont aujourd'hui mises en avant par ces startups. Cela dit, je vous coupe, Fabrice, c'est pas un sujet hyper sexy. Le portique comme ça qui détecte les boss. Alors, François, dit comme ça, je suis d'accord. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un objet connecté qui va révolutionner la maison. Là, on est sur du B2B. C'est pas forcément le concept qui va accrocher le plus les journalistes au CES de Las Vegas. Même s'il y a de la technologie, c'est vrai. Et il y a de l'intelligence artificielle derrière.
c'est du B2B, mais que tout le monde comprend. On comprend cette idée finalement de simplement faire un état des lieux en y passant sa voiture. Enfin, c'est quelque chose dont tout le monde comprend et qui permet d'incarner ce qu'est l'intelligence artificielle, qui est souvent un petit peu nébuleux, en tout cas quand on fait pas partie, quand on n'a pas l'occasion en tout cas de rencontrer souvent. Alors, ils sont partis à 11, ils ont pris 4 stands. Pourquoi sont-ils partis à 11 ? D'une part, c'est pour vraiment chasser tous les prospects qui passaient sur leur stand. Faire du business. Du business. Ils sont très focus business. Et en plus, dans les 11, il y a 2 personnes qui sont leurs clients. C'est-à-dire que non seulement ils sont partis avec 9 collaborateurs pour faire du business, et 2 clients sont venus avec eux pour témoigner, et puis aussi rassurer des futurs clients. C'est extrêmement important quand on est un petit pousset face à des grands groupes qui peuvent se présenter sur leur stand, de rassurer. Et le témoignage client est le bon moyen de rassurer. Ensuite, ils sont partis aussi à 11, parce qu'ils ont une très forte croissance et un très fort recrutement. Ils sont passés d'une dizaine de collaborateurs à une quarantaine. Donc c'est un moyen aussi de faire du team building. Des startups vont sur place pour resserrer, en tout cas pour créer... Les équipes, bien sûr. Ouais. Voilà, les équipes, ça c'est un élément extrêmement fort. Alors comment font-ils pour optimiser les coûts ensuite ? Cédric Bernard, que j'ai interrogé, qui est le CEO de la boîte, me dit d'une part, on n'est pas allé dans les hôtels les plus luxueux. On est allé dans un hôtel qui s'appelle le Circus, qui est à plus de 30 minutes à pied du Venetian, là où se passe le CES, en tout cas pour les startups. 6 par chambre. Enfin, c'est une sacrée économie. Ce sont des dortoirs. Ouais. Et puis voilà, ce sont de vieux hôtels. Il me disait qu'il mettait plus de 20 minutes à descendre de sa chambre parce qu'il y avait un seul ascenseur pour 70 étages. Donc voilà ce que aussi la réalité d'une start-up. Ensuite, ils sont allés chercher des subventions. Ça peut intéresser. Avoir des rendez-vous urgents, quoi. Oh, il faut s'y prendre très tôt. C'est ça. Ouais. Ensuite, ils sont allés chercher des subventions. Pour financer 4 stands, bien évidemment, ils n'avaient pas les moyens de le faire. Donc, ils ont été subventionnés notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une entreprise de Lyon, ProvStation. Ça, c'est un bon conseil, en tout cas, pour toutes les startups qui souhaitent se rendre là-bas. Taper à la porte des régions. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'une région a tout intérêt, en tout cas, à vous porter, à vous permettre de vous développer à l'international. Ensuite, ils sont en mode débrouille aussi dans l'aménagement de leur stand. Alors, on en avait un petit peu parlé lorsque nous étions ensemble au CES de Las Vegas, mais en gros, ils sont allés faire leurs courses dans une casse pour aller chercher des capots, des pare-brises et je ne sais quoi d'autre. Oui, ils sont allés dans la banlieue de Las Vegas. Dans la banlieue de Las Vegas. Retrouver des vieux bouts de voiture pour expliquer un peu le concept. Et voilà, faire de la pédagogie sur leur concept et aussi se distinguer des autres stands. Et notamment, il y avait une start-up concurrente cette année, et donc, en tout cas concurrente à ProvStation. Donc c'était un moyen aussi de se différencier. Ça attire tout de suite le regard et ça coûte pas très cher. Non, une vieille portière. Non, ils l'ont démonté eux-mêmes. Il n'y a même pas les frais de main-d'œuvre. Et dernier truc peut-être aussi en termes d'optimisation, c'est qu'ils se sont rendus compte que certaines fois, il valait mieux acheter l'écran, le meuble, en tout cas dans les commerces aux alentours de Las Vegas, plutôt que de louer au CES. C'est une bonne source d'économie et ensuite on troque ça avec d'autres startups éventuellement avant de rentrer en France. Mais ça coûte moins cher. Éventuellement on le revend, éventuellement on le laisse même au standiste qui va vous rendre service peut-être si vous mettez d'accord avec lui avant le démarrage du CES. Ça coûte moins cher que de louer sur place. Alors quels sont les résultats obtenus ? Il n'y a que ça qui compte, je pense, dans ce qu'on se raconte. Finalement c'est ça, c'est qu'après il faut tirer le bilan de à quoi ça sert tout ça ? Cet investissement. Alors d'une part, ProvStation est l'une des startups françaises qui a eu un Innovation Award. À quoi ça sert ? Ça sert à permettre d'avoir des délégations qui se rendent sur votre site. Ça permet aussi à des influenceurs qui ne regardent que des startups qui ont un Innovation Award pour pouvoir communiquer. 2, c'est plus de 200 cartes de visite reçues par cette startup, dont une 50aine ultra qualitatives, françaises, mais du monde entier. D'ailleurs, ils sont actuellement en train de reprendre contact avec chacun de ces prospects. Ils ont rencontré aussi des revendeurs auto aux US. Ils ont rencontré des constructeurs asiatiques qu'ils n'auraient pas eu l'occasion simplement de rencontrer ici. Ils ont rencontré des investisseurs et beaucoup de délégations de grands groupes. Enfin, ils ont aussi rencontré la presse. Alors, certes, BFM Business, mais ils ont rencontré la presse roumaine. Et d'ailleurs, ils étaient aux 20h, l'équivalent du 20h de notre JT, mais en Roumanie. Donc, vous voyez, c'est une boîte qui est internationale, ProvStation. D'ailleurs, ils ont pris un nom international et ils se déploient dans plusieurs pays. Donc, comme souvent, on pense que le CES, c'est un long fleuve tranquille. Non, on voit bien que c'est un investissement en temps et en argent extrêmement fort. Et ayant en tête aussi une chose, c'est que le soir, ils n'allaient pas faire les casinos. L'équipe se réunissait, faisait un bilan de la journée, qualifiait les premières cartes de visite, saisissait ces cartes de visite ensuite dans leur CRM. Donc, c'est leur outil de gestion de la relation client pour pouvoir ensuite plus simplement rappeler ses clients. Et enfin, ils préparaient la journée du lendemain. Donc vraiment, pour ProvStation, ça a été tout bénef. Et ils s'interrogent aujourd'hui de savoir si il ne faut pas réserver dès maintenant pour pouvoir y être présent en 2021.
Mais la clé de tout ça, c'est bien préparer le CES pour une start-up comme ça. Ça se prépare des mois à l'avance. Il n'y a pas d'amateurisme là-dedans. Ils l'ont préparé, ils sont mobilisés, ils sont focus sur l'événement. Donc ils ont tout prévu. Les rendez-vous étaient qualifiés bien sûr d'avance. Et rassurez-nous, ils sont partis à 11, ils sont revenus à 11. Et ils sont revenus à 11. Ça va. Bien que ce soit Las Vegas. Il n'y a pas un 12e qui était peut-être resté là-bas. Il prépare l'année prochaine. Merci Fabrice, c'est passionnant. Merci à vous on voit vraiment bien ce qui se passe au cœur d'une start-up. C'est toujours beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Fabrice Marcella, le maire du village ici, Baïséa. Et nous, on se retrouve pour un prochain village start-up. Jérôme, le mois prochain. Oui, portez-vous bien d'ici là. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les vidéos de nos villages start-up, tous nos invités avec des sujets passionnants. Et à très vite. À bientôt.